Hmm. Très bien. Bien, eh bien, bonsoir à tous. Nous allons démarrer cette soirée. Je suis Dominique Peloux-Praillé, président des Semaines sociales de Rueil. Bienvenue donc à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, que ce soit dans cette salle ou en visioconférence. Et puis, je remercie l'ensemble pastoral de Rueil de nous accueillir dans ces locaux. La vocation des semaines sociales, c'est d'être un lieu de réflexion et de dialogue en vue de l'action pour le bien commun dans l'esprit de la pensée sociale chrétienne. Et le thème d'Internet et des réseaux sociaux nous a paru très important vu la place qu'ils occupent aujourd'hui dans nos vies et dans notre société. Euh, pour ceux qui étaient avec nous le 3 octobre, nous avons vu le film Derrière nos écrans de fumée, que je vous résume en quelques phrases pour que ceux qui n'étaient pas là ne soient pas perdus. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des quadragénaires qui sont d'anciens responsables de développement chez Facebook, Twitter, Instagram et autres, qui ont quitté ces entreprises depuis et qui s'interrogent fortement. Ils disent en substance, nous pensions inventer des outils qui rendraient la vie plus belle en facilitant les contacts et les échanges entre les êtres humains. Ça marche en partie, mais nous constatons des effets pervers massifs, hein, par suite d'un certain processus. Voilà. D'abord, ces réseaux se rémunèrent grâce à la publicité ciblée qu'ils diffusent. Pour augmenter le prix de ces publicités, il faut que les utilisateurs restent présents devant leurs écrans le plus longtemps possible. Pour qu'ils restent longtemps, il faut leur montrer des choses qu'ils veulent voir, ce qui suppose d'abord de bien les connaître et donc de récolter toutes les données possibles sur eux, et puis de leur montrer des choses qui vont susciter des émotions puissantes comme la colère ou la peur. Et du coup, ce temps important passé devant les écrans peut dégénérer en addiction qui peut engendrer l'isolement, la dépression, la difficulté à se concentrer sur autre chose. Et socialement, on rassemble les gens dans des groupes où tout le monde pense à peu près la même chose et où on se met à détester ceux qui pensent autrement, d'où une fracturation de la société. Voilà. Et le film met en scène un jeune victime de ce processus d'addiction. On verra tout à l'heure si le terme est pertinent ou pas. Voilà. Alors, Internet, réseaux sociaux, sommes-nous libres ou manipulés? Euh, euh, Cette question s'adresse à tous. D'ailleurs, on peut préciser que si le film insiste beaucoup sur le cas d'un jeune, en fait, toutes les générations sont concernées par ces risques. Et nous allons en débattre. Alors, par rapport à la thèse de ce film, hein, que je viens de résumer rapidement, mais aussi au-delà de ce film, composer les personnes qui étaient avec nous ici il y a 15 jours. Donc, je remercie beaucoup David Douillère et puis Sébastien Herry de nous avoir rejoints ce soir pour nous faire part de leur expertise dans ce domaine, puisqu'ils ils ont largement travaillé. David Douillère est professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Tours, où il dirige en outre un laboratoire de recherche qui s'appelle PRIME, PRIME pour pratique et ressources de l'information et des médiations. Donc, la communication numérique, la culture numérique sont ses domaines de prédilection, y compris dans le domaine religieux d'ailleurs, mais pas seulement. Et puis Sébastien Herry, qui a une première formation de masseur kinésithérapeute, et puis il a obtenu un diplôme en psychologie sociale, et il intervient actuellement à la fois dans les entreprises sur les problèmes sociaux du travail et dans la formation des kinésithérapeutes sur ces aspects de psychologie. Sébastien a fait paraître en 2022 un livre Faire face à l'addiction aux écrans, 2 points, smartphone,
Internet, réseaux sociaux. Voilà, aux éditions Ellipse, un livre très pédagogique sur les processus d'addiction à l'œuvre et leurs conséquences psychologiques, physiques, mais aussi sociétales. Alors, vous trouverez les références de cet ouvrage et des deux autres dans le livret qui vous a été remis à l'entrée, dans la rubrique Pour aller plus loin. Voilà, et pour ceux qui sont sur Internet, eh bien, on postera ces références également avec le compte-rendu de la conférence qui sera sur notre site Internet ultérieurement. Et puis dans ce livret, vous trouverez également un petit feuillet détachable pour poser vos questions aux intervenants dès qu'elles vous viennent au cours de la soirée. Hein, n'hésitez pas à vous signaler quand vous avez une question aux personnes qui ramasseront les papiers. Et puis les personnes qui sont sur Zoom peuvent également poser leurs questions sur le forum de discussion. Et puis Olivier et Benoît les synthétiseront et les reformuleront à nos deux intervenants. La soirée sera structurée sous la forme d'une table ronde, un échange entre les intervenants d'une heure et quart environ, hein, voilà, jusqu'à 10 heures, pas après en tout cas, qui sera suivi de réponses à vos questions écrites. Voilà, alors bien pour les remercier de leur disponibilité, je vous propose d'accueillir nos deux intervenants avec un tonnerre d'applaudissements. Bien, alors commençons par un premier thème. On va essayer de séquencer la soirée en trois thèmes. Le premier thème, c'est finalement sur quel point Internet et les réseaux sociaux sont-ils un progrès, de fait, et sur quel point sont-ils une régression, que ce soit au plan individuel et collectif. Euh, alors peut-être je vais me tourner vers David de Guerre. Le point de départ, c'est peut-être ce qu'on va chercher sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on va y chercher? La connaissance, du plaisir, de la rencontre, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on y trouve tout ça? Et est-ce que Internet répond à ces attentes et nous fait progresser, ou bien au contraire nous fait régresser, que ce soit dans ces domaines ou dans d'autres? Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Alors, c'est extrêmement vaste. Effectivement, on va chercher toutes sortes de choses sur Internet et sur les réseaux sociaux, à la fois de la connaissance sur des choses assez triviales, l'évolution des M&M's ou du design de la vache qui rit, ou les opéras de Mozart. Donc, il y a une sorte de nivellement des connaissances qu'on connaît, où tout est accessible à des niveaux très différents. Il y a une dimension connaissance, il y a une dimension communauté peut-être aussi, ou communauté imaginaire, c'est-à-dire des liens avec d'autres, ce qu'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux, parce que la notion de la communauté fait partie un peu de l'imaginaire et de l'histoire d'Internet, et que ça a été repris en termes marketing. Prendre des individus séparés, mais dire qu'ils forment une communauté d'intérêt pour tel type de rap ou telle liturgie catholique. Euh, la difficulté, c'est qu'il y a, enfin, comment dire, les pratiques de connexion sont des pratiques individuelles ou solitaires, mais qui relient à d'autres. Ce qui fait que certains chercheurs, il y a un moment, ont parlé d'individualisme connecté pour désigner cette utilisation d'Internet ensemble. Alors, ce qui est compliqué pour alors progrès ou régression, je ne sais pas. Enfin, c'est une extension des télécommunications, hein. Évidemment, l'Internet, ça permet de vivre des expériences à distance, de partager un langage, des moments ensemble. Il y a une dimension de plaisir, de curiosité dans les pratiques. Et puis des liens ou un imaginaire des liens entre les personnes. Donc, je ne parle pas seulement des applis de rencontres ou qui permettent des rencontres sexuelles ou amoureuses rapidement ou d'emprunter ou louer un objet de bricolage, un outil de bricolage, mais il y a des liens d'empathie à distance. Par exemple, on peut partager sa maladie avec d'autres à distance, en montrer des photos, trouver des informations sur des traitements possibles,
euh, etc. Donc il y a des dimensions d'aide aussi. J'ai été frappé cet été de voir sur Twitter l'hommage à une dame qui a partagé son cancer en ligne pendant 2 ans, qui devait avoir 45-50 ans, je pense, dont un des pseudos a été Xanax la guerrière. La guerrière était menée contre le cancer. Xanax, on devine peut-être pourquoi. Et elle partageait des photos de l'hôpital, de son corps, de ses cheveux. Et les gens vivaient son expérience à distance et la soutenaient. Et lorsqu'elle est décédée, il y a eu des hommages, une sorte de communauté en deuil de gens qui ne la connaissaient pas. Et moi, j'étais très étonné de ça. On louait son courage, etc. Donc, il s'était passé quelque chose. Et pas seulement une illusion, ou alors quand on vit une illusion, il se passe quelque chose aussi. Donc, il y a des communautés de sens qui se créent comme ça. Et c'est aussi une des choses sur Internet et sur les réseaux, qui sont pas seulement un espace d'oppression et de surveillance négative, mais aussi un espace de plaisir, de soutien, de rencontre. Voilà, alors dans les aspects négatifs, cette surveillance, les gens l'exercent aussi entre eux. Euh, euh, on peut surveiller son ex, on peut surveiller quelqu'un de sa famille. Enfin, c'est pas que les grands méchants américains ou les services spécialisés qui surveillent tout le monde. Nous, nous surveillons nous-mêmes. Euh, ou un employé de l'organisation qui n'aurait pas fait telle chose qu'on attend, on peut regarder son compte Facebook pour voir ce que faisait la personne. Donc les surveillances sont des pratiques, on est chacun doté d'outils de surveillance grâce à ça. Ok, merci. Sébastien, ça serait quoi votre bilan des progrès ou des régressions liées à Internet et réseaux sociaux? Alors, c'est tout à fait. Alors, c'est bon. Moi, c'est vrai que je tape facilement sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais il faut quand même être tout à fait objectif et leur reconnaître certaines choses qui sont tout à fait bénéfiques. Hein. Au quotidien, par exemple, aujourd'hui, les liens familiaux sont beaucoup plus faciles. Hein. Aujourd'hui, vous avez la famille qui vit quelque chose, tout de suite, on envoie les photos à papy, mamie, ou papy, mamie font quelque chose, on envoie un petit message aux petits-enfants. C'est très facile aujourd'hui. C'est vrai que les familles, hein, sont resserrées. On peut avoir des enfants, des petits-enfants aux quatre coins du monde. Bon, eh ben, on a l'impression que finalement, ils ne sont pas si loin que ça. On a toujours possibilité de discuter avec eux. Les réseaux sociaux et Internet ont aussi euh, facilité la vie au quotidien. Aujourd'hui, vous avez une démarche administrative à faire. Vous n'allez pas passer 2 heures à la préfecture ou à la sous-préfecture pour obtenir votre carte grise. Vous faites ça directement de chez vous. Tout ça, c'est des avantages, c'est des choses qui sont bénéfiques. Un autre avantage d'Internet et des réseaux sociaux aussi qu'on a pu voir, c'était en 2020, pendant les confinements. Même si chacun de nous était enfermé chez soi, on a vu se développer, par exemple, des pratiques qui étaient inédites jusqu'à présent. On faisait des apéros Zoom. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais donc on se mettait devant notre ordinateur en Zoom et puis on prenait l'apéritif comme ça, par écran interposé avec nos amis ou la famille. C'était des choses qui rompaient la monotonie du quotidien, de notre quotidien à ce moment-là où on était tous enfermés. Ça apportait de la joie, ça apportait du changement, ça apportait des choses. Et d'un point de vue aussi beaucoup plus social et sociétal, les réseaux sociaux ont permis des mouvements sociaux absolument conséquents, comme les printemps arabes à l'époque, par exemple, ou certaines révolutions, certaines mobilisations de groupes de personnes comme le Black Lives Matter aux États-Unis, par exemple, hein, où les réseaux sociaux ont cette puissance de pouvoir fédérer des gens très rapidement euh, par l'intermédiaire de simples messages électroniques. Donc voilà, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a énormément de bénéfices à Internet et aux outils numériques tels qu'on les a développés. Même si on va avoir tendance à en dire du mal ce soir, il ne faut pas perdre tout ça de vue quand même. Ce ne sont pas des mauvais outils.
on discutait avec David et Dominique tout à l'heure, hein, s'il n'y avait pas d'avantage à ces outils n'existeraient pas. D'accord? C'est parce qu'il y a des avantages, parce qu'ils sont pratiques, parce que quelque part ils nous font plaisir et qu'ils nous apportent de la joie, qu'on continue à les utiliser en dépit de toutes les conséquences négatives qu'on peut leur attribuer. Donc c'est important de le dire. Alors, sur les conséquences négatives, vous diriez quoi alors? Avant de rentrer dans le pourquoi, les causes, les conséquences, Alors, etc., mais une petite liste. une petite. Alors, les conséquences négatives, on va avoir, je pense, l'occasion de revenir dessus, mais on va voir que les conséquences négatives, elles sont à différents niveaux. La première conséquence, elle va être au niveau individuel, hein, où je vais préciser tout de suite, d'ailleurs, c'est important, que on va probablement évoquer le terme d'addiction ce soir. Le terme d'addiction par rapport aux outils numériques, aux écrans, aux smartphones, c'est un terme qui est actuellement un peu galvaudé. D'accord? Alors, c'est le titre de mon livre, c'est pas de chance, mais c'est vraiment en connaissance de cause. Je fais souvent un parallèle, en fait, avec la reconnaissance de l'addiction aux jeux vidéo. Quand je jouais dans les années 80 avec les premières consoles Nintendo, à l'époque, on ne savait pas que les jeux vidéo seraient un jour reconnus comme étant des outils addictifs. Hein. La reconnaissance de l'addiction aux jeux vidéo a été effective en 2018, si je ne me trompe pas. Donc moi, entre le moment où j'ai commencé à jouer dans les années 80 aux jeux vidéo et les années 2018, les consoles de jeux ne sont pas devenues addictives en 2018. Hein. Celles auxquelles on jouait déjà dans les années 80 l'étaient déjà. Le problème, c'est que c'est le temps de la science, en fait. La science a besoin de temps pour élaborer, pour établir de façon irréfutable et méthodique des preuves du caractère addictif ou pas d'une substance ou d'un comportement. Là, en l'occurrence, les jeux vidéo. Euh, pour écrire le livre, j'ai consulté énormément de littérature internationale, de recherches et d'articles scientifiques. Et l'immense majorité, pour pas dire la totalité, vont dans le même sens, dans le sens en fait que on va vers la reconnaissance. Ça va prendre un certain temps, mais on va vers la reconnaissance du caractère addictif des réseaux sociaux et d'Internet. Ça va prendre du temps. Vous voyez, ça a pris une trentaine d'années pour les jeux vidéo. Je pense que ça ira un petit peu plus vite vu la masse d'études scientifiques qui sont réalisées quotidiennement ou de manière hebdomadaire ou mensuellement. Enfin, il y en a énormément qui sortent en ce moment. Donc, je pense que ça va aller assez vite. Euh, donc, aujourd'hui, effectivement, parler d'addiction, ce n'est pas tout à fait vrai, mais la quasi-totalité des études qui sortent vont dans le même sens. Donc, je ne suis pas très inquiet. En plaisantant un petit peu, on peut aussi quand même se dire qu'avec tous les chercheurs, les scientifiques, les psychologues, les neuroscientifiques, tous les médecins, tous ces gens très compétents qui travaillent pour Internet et pour les réseaux sociaux, dont le but en fait est de nous rendre accros, on peut se dire que s'ils n'y arrivent pas, si ces produits ne sont pas addictifs, c'est vraiment pour le coup ils ont raté leur travail, quoi. Donc moi, je suis assez convaincu du caractère addictif. Je me trompe peut-être, et dans ces cas-là, je viendrai vous dire dans quelques années, je me suis trompé, mais je vous le dis avec assez de certitude. Voilà. Donc ça, c'était la première chose, parce que souvent, les psychologues sont un peu à cheval sur les termes. Parler d'addiction aujourd'hui, c'est pas reconnu en tout cas. C'est prématuré. C'est prématuré, à mon sens. Donc voilà. Après, donc les conséquences négatives, donc on va avoir donc par rapport à ce caractère addictif énormément de conséquences individuelles, hein. Sur la santé, on va parler de dépression, on va parler d'anxiété, on va parler de stress, on va parler de troubles alimentaires, on va parler de troubles de l'attachement avec sa famille. On va aussi parler de troubles cognitifs. Donc ça, c'est au niveau individuel. Et puis, on va avoir aussi des conséquences qui, à mon sens, sont beaucoup plus importantes, des conséquences au niveau des sociétés, des sociétés dans lesquelles on vit, hein, et c'est très bien expliqué dans le film, des gens qui vont, en fait,
par l'intermédiaire des algorithmes, hein, qui sont là pour nous piéger un petit peu, hein, pour nous faire voir des choses qu'on a envie de voir, et uniquement des choses qu'on a envie de voir, qui vont nous enfermer dans un mode de pensée, dans un mode de connaissance ou de croyance, et qui vont en fait nous enfermer dans des groupes et qui ne nous permettront plus de communiquer avec les autres parce qu'on ne comprendra plus les autres et les autres ne nous comprendront plus. Hein, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de la deuxième élection de Donald Trump, hein, et l'invasion du Capitole, où on avait deux Amériques en fait qui ne se parlaient plus, qui ne se comprenaient plus. Et ça, à mon sens, c'est vraiment le plus grand risque de ces réseaux sociaux et d'Internet, c'est d'arriver en fait à des sociétés qui sont complètement clivées et qui ne sont plus capables de vivre ensemble. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que autant on sait soigner des dépressions, on sait soigner de l'anxiété, on sait soigner du stress, autant soigner des sociétés qui sont en conflit, qui ne se parlent plus, qui sont clivées. Ça, pour l'instant, l'être humain n'a jamais eu à faire ça, et ça, on ne sait pas faire. Et c'est pour ça que c'est, à mon sens, la conséquence la plus inquiétante. David, un complément. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un danger de polarisation, donc d'avoir des pôles d'opinion extrêmement opposés. Euh, une logique pro-laïcité, une logique islamophile qui critiquera l'islamophobie supposée des autres, enfin ainsi de suite. Ce qui est difficile sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que les autres regardent, puisque le principe, les outils sont fondés sur des outils de gestion de contenu qui intègrent la personnalisation. C'est-à-dire que personne ne voit exactement la même chose, le film le dit bien. Donc c'est le principe du profiling. Un profil d'individu est constitué en fonction, on l'a vu dans le film, de ses likes, de ses amis, des likes de ses amis, et ainsi de suite. On a certains éléments qui apparaissent. Ce qui fait que je ne sais pas du tout ce que vous voyez sur Facebook et vous ne savez pas ce que je vois. Une fois, moi, j'avais créé un compte, j'avais deux comptes Facebook à une époque, j'avais créé un compte de lien avec les étudiants et j'étais extrêmement étonné. Enfin, c'était pour moi un tout autre monde. Je pouvais même pas échanger avec eux, en fait, par les marques qu'ils mettaient en avant, leur centre d'intérêt. Enfin, ça n'avait rien à voir, évidemment, avec mon Facebook. Donc on est dans des mondes séparés. Alors si autrefois, je ne sais pas si c'était juste, mais si Dominique Bolton disait que le spécialiste de communication, que la télévision proposait un monde commun à l'époque où il y avait peu de chaînes, enfin on pouvait parler des mêmes choses, c'est plus compliqué maintenant. Les réseaux sociaux fragmentent un peu parce que chacun a des programmes en quelque sorte différents. Euh, il y a une illusion de réalité aussi en consultant les réseaux. On peut être absolument persuadé, parce qu'on est dans ce que certains ont appelé cette bulle ou cette chambre d'écho euh, de réseaux sociaux. On est persuadé que l'enjeu est là, alors qu'en fait, ce sont les paramètres qu'on n'a pas réorientés ou désactivés, parce que souvent on a la main, en tout cas sur certains réseaux, mais on ne le fait pas. Et du coup, on se trouve enfermé dans des espaces. Alors, quel de sens donner? Alors, ça peut être vrai aussi en dehors, hein. On peut voilà, ne lire que tel magazine ou ne fréquenter que telle paroisse ou que telle liturgie. On peut s'enfermer dans des mondes en dehors des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux font ça bien. Alors, l'algorithme, hein, c'est un truc tout simple. C'est une séquence de présentation des informations en fonction de critères. C'est quelque chose d'assez ancien, c'est pas un truc d'avant-garde, etc. Simplement, la combinaison de milliers d'algorithmes en fonction des pratiques des usagers sur les réseaux font qu'ils peuvent se retrouver dans des mondes non choisis. Alors TikTok, par exemple, fait ça très bien. Il y a une conscience publique de ce danger, puisqu'une commission au Sénat s'était interrogée l'année dernière sur les dangers de TikTok. Donc un effet d'illusion de réalité, d'enfermement dans une bulle et de polarisation d'autre part, qui fait que c'est difficile d'en sortir et de se rappeler que non, ce qui est présenté sur X, Twitter, n'est pas le monde ou la réalité. Bien sûr, on ne sait jamais ce qu'est la réalité parce qu'on n'a pas assez voyagé, pas assez lu, pas entendu assez de gens, mais là, on en a une vision, une représentation particulièrement partielle et orientée si on ne fait pas attention à rééquilibrer ça, quoi.
Donc, il y a un certain nombre de dérives, fracturation des sociétés, augmentation des dépressions, par exemple. Est-ce qu'on est sûr que ces dérives-là, ces évolutions-là sont bien liées aux réseaux sociaux, ou bien est-ce qu'elles seraient peut-être intervenues, quoi qu'il en soit, pour d'autres raisons? C'était une des questions posées il y a 15 jours par les personnes présentes. Alors, en ce qui concerne les dépressions, les anxiétés, le stress, alors surtout les dépressions, on a vu de manière assez évidente en fait une corrélation, mais ça n'est qu'une corrélation. Hein. La corrélation, en fait, c'est on constate qu'il y a deux événements qui se produisent en même temps, sans pouvoir forcément expliquer l'effet de l'un sur l'autre. Hein. Donc, c'est une corrélation, c'est pas une causalité. Mais on a vu en fait le taux de dépression, et ça c'est aussi indiqué dans le documentaire, hein, il me semble, le taux de dépression chez les jeunes considérablement augmenté à partir du moment où le premier iPhone est sorti. Premier iPhone avec donc tout l'accès dans la main, hein, aux réseaux sociaux. Donc on a des corrélations comme ça qui existent et qu'on arrive à constater. Euh, on sait aussi, hein, les études scientifiques montrent bien que les dépressions, le stress et l'anxiété sont une des conséquences donc, de la supposée addiction aux réseaux sociaux, mais de toutes les addictions d'une manière générale. Hein. Donc, ce n'est pas une spécificité de l'addiction, de la cyberaddiction, c'est vrai pour toutes les addictions qui existent. Le piège, c'est que c'est aussi une des causes. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes déprimé, vous allez avoir tendance à vous connecter. Et plus vous allez vous connecter, plus vous allez être déprimé. Et donc, plus vous allez avoir envie de vous connecter. Donc, il y a vraiment un cercle vicieux qui enferme les gens vis-à-vis de la dépression, du stress et de l'anxiété. Donc, les études qui étudient vraiment spécifiquement le rôle des écrans sur les dépressions, elles, par contre, effectivement, euh, sont assez certaines, hein, de l'effet de cette forme d'addiction supposée, ou de cette pratique, en tout cas, de ce comportement sur l'apparition, sur l'aspect causal sur les dépressions. D'accord. On va revenir ensuite donc sur les causes, les mécanismes de ces addictions, entre guillemets. Peut-être en conclusion pour cette partie-là. Donc pour vous, le film qui invoque des dangers majeurs, hein, pour la jeunesse, même des risques de guerre civile, de destruction de la démocratie, etc. Est-ce que ce film est trop à charge ou bien est-ce qu'il est juste lucide, David? Les deux, je pense. En fait, le film s'appuie sur un mouvement qu'on a appelé des repentis. C'est ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire d'anciens des GAFAM, des entreprises californiennes dominantes dans le numérique, qui à un moment donné, pour des raisons dites éthiques, se sont dégagés et ont souhaité témoigner, donner des informations sur le fonctionnement des dispositifs et leurs enjeux sociaux. Donc sans doute ce mouvement des repentis a un lien avec, comment dire, une perspective éthique états-unienne ou peut-être la place du religieux ou la question des responsabilités sociales des organisations, c'est-à-dire comment, à un moment donné, dans l'action capitaliste, une forme de culpabilité arrive et on se dit, ah, mais c'est peut-être pas tout à fait très bien. Et du coup, il y a une sorte de mouvement éthique qui vient tempérer, voilà, qui là prend la forme de lanceur d'alerte. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir ensuite, pour une partie de la société, qui a plus de moyens, plus éduqué, une sorte de prise de conscience et une exigence adressée à ces outils qu'ils fassent semblant d'être plus éthiques, comme on le dit, on le fait pour les entreprises quand elles ne s'engagent pas vraiment dans des démarches de renouvellement de l'environnement. Donc le film s'appuie là-dessus. Je pense pas qu'il soit trop noir. Simplement, il ne parle pas du tout des dimensions de plaisir, de joie, de découverte, de rencontre, de connaissance, qu'il y a aussi en même temps par les réseaux. Effectivement, comme l'a dit Sébastien, s'il n'y avait pas ça, ça ne ferait pas cet effet négatif. Euh, Ok,
Sébastien, un point de vue global Euh, sur. non, moi je pense que ce film, il est malgré tout assez objectif. Je pense que malheureusement, le côté un peu sympa que pouvaient avoir les réseaux sociaux au début, que ce soit Facebook, hein, qui était à la base juste un, comme un petit trombinoscope qui avait été fait pour l'université. Donc, c'était un petit truc plutôt sympa, amusant pour les étudiants de l'université de Mark Zuckerberg. TikTok, à l'origine, ne s'appelait pas TikTok, ça s'appelait Musical.ly. Et en fait, c'était juste un petit réseau social qui proposait de faire des chorégraphies. Donc, voilà, il fallait apprendre des chorégraphies, puis les refaire. Ces petits côtés sympas en fait ont complètement disparu pour laisser place en fait à vraiment des machines, des machines afriques, hein, clairement. Et on a vraiment le sentiment que presque tous les moyens sont bons en fait pour y arriver. Et moi, c'est ce qui va me rendre un petit peu pessimiste et trouver que parfois je me demande même si le film est malheureusement pas un petit peu en dessous de la vérité. Voilà, je suis désolé. Ces Petit outils complément. procèdent vraiment d'une instrumentation et d'une mise en marché du lien. Hein, quand Facebook, il y a quelques années, je ne sais pas s'ils le font encore, mais indiquait sur sa page garder contact avec vos amis, évidemment, on peut le faire autrement. On pouvait le faire autrement. Donc, de même que la téléphonie avec fil a mis en marché, a équipé techniquement le lien, l'échange avec d'autres, les réseaux sociaux font ça aussi. C'est une mise en marché et en commerce, un équipement technique, du lien avec recueil des données sur les personnes. Bien, merci. Alors, passons à un deuxième, on progresse un petit peu, un deuxième sous-thème. Donc, avant d'aborder in fine les solutions envisageables, là où il y a des dérives, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail, des causes, des processus qui entraînent ces addictions ou ces pratiques-là, et quelles en sont les conséquences? Alors là, Sébastien, je vais me tourner vers vous pour décortiquer les ressorts psychologiques qui peuvent aboutir à ça. Je, je note pour dire que ça concerne tout le monde. Votre livre commence par un constat. J'ai noté, selon une étude France Bleu, nous consultons en moyenne notre téléphone portable 221 fois par jour. Voilà. Donc si c'est France Bleu, ça ne doit pas être que les jeunes, hein. Voilà. Et donc, vous montrez comment s'entrecroisent les addictions au téléphone, à l'objet téléphone, à Internet, aux réseaux sociaux. Alors voilà comment ça marche. Et j'ai cru comprendre qu'au départ, on trouve encore la dopamine. Alors, la dopamine, ouais. Alors, les 221 fois, en fait, ça paraît beaucoup, mais c'est vrai donc, c'est une moyenne. Donc, effectivement, c'est France Bleu, mais France Bleu a quand même fait l'étude portée sur un panel assez représentatif de la population. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais le téléphone portable, c'est un véritable couteau suisse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour tout. Vous voyez, moi, j'ai pas de montre. Quand j'ai besoin de regarder l'heure, en fait, je regarde mon téléphone portable. Si j'ai un coup de fil à passer, je prends bien entendu mon téléphone portable. Si j'ai mon agenda est sur mon téléphone portable, enfin, tout est sur le téléphone portable. Donc, en fait, ça va assez vite. On arrive assez vite à des chiffres qui sont étonnants, hein. Euh, il y a sur les téléphones portables, la plupart des téléphones portables maintenant sont équipés justement de petits mouchards en fait qui vous permettent de savoir combien de temps vous utilisez votre téléphone portable, combien de fois vous le déconnectez, combien de fois vous le regardez. Donc c'est assez facile et c'est surtout parfois assez dérangeant, hein, de se rendre compte, ah oui, quand même, quoi. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Et donc ça va assez vite, hein. Et c'est ce côté justement un petit peu multipotentiel, ce côté plutôt suisse, quoi, le côté qui sert à tout, qui va permettre effectivement de progressivement euh, lancer un processus addictif. La question que je pose, hein, dans le livre, c'est de savoir si on n'avait pas eu les téléphones portables, si on n'avait pas inventé cet outil, est-ce que l'addiction à Internet, toujours hein, l'addiction supposée, toujours, hein, à Internet et aux réseaux sociaux serait aussi massive aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que la raison pour laquelle on est aussi accro à ces outils numériques, hein, donc à Internet et réseaux sociaux, c'est parce qu'on s'y connecte d'un glissement de pouce, finalement, hein, et partout.
Donc, je pense que ça contribue vraiment. Hein, c'est-à-dire, hop, on prend son téléphone portable, on regarde l'heure, on voit qu'on a une notification, on va regarder la notification, puis, ah, tiens, il y a un truc qui est arrivé sur le réseau social. Et puis, en fait, de fil en aiguille, comme ça, eh ben, on finit par passer 10, 15 minutes alors qu'on était juste censé regarder l'heure, quoi. Donc, voilà, ça c'est vraiment le côté un peu pernicieux du téléphone portable. Et je pense que le téléphone portable, en fait, est un peu à l'origine de ce comportement. Alors la dopamine, oui. Hein. La dopamine, en fait, c'est donc une substance qu'on va produire dans le cerveau et qui est en fait, hein, c'est l'hormone de la récompense. C'est-à-dire que de tout temps, à chaque fois qu'on faisait quelque chose de bien, à chaque fois que on avait le sentiment d'avoir fait une bonne action, hein, ou réussi quelque chose de valorisant, eh ben, notre cerveau nous récompensait en produisant de la dopamine. Alors la dopamine, c'est ni plus ni moins en fait que l'hormone ou la molécule qui va être soit produite, soit simulée dans le cadre de drogues chimiques. Hein. La nicotine, l'héroïne, la morphine, tout ça, en fait, vont plus ou moins simuler l'action de la dopamine en partie dans le cerveau. Euh, je vous fais un petit résumé, hein, mais c'est globalement ça. C'est donc une hormone très puissante. Hein. Et en fait, nous, on va se conditionner avec notre téléphone portable en recevant des notifications, en allant chercher des messages des autres sur les réseaux sociaux, ou en recevant, en voyant des choses qui nous font plaisir. Eh ben, notre cerveau va produire de la dopamine à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va nous procurer du plaisir ou qui va nous valoriser sur Internet. Donc, on poste quelque chose sur Internet, sur un réseau social, quelqu'un aime ce qu'on met, donc il like, et ben, ça va nous faire produire de la dopamine. Et puis, on va s'habituer comme ça à produire de la dopamine en consultant notre téléphone portable. Donc, on va progressivement associer notre téléphone portable à la dopamine, puis Internet à la dopamine et les réseaux sociaux à la dopamine. Et c'est comme ça, en fait, hein, que se constitue la dopamine. Il y a une forme de conditionnement. On va se conditionner nous-mêmes à aller chercher notre petite dose de dopamine en regardant notre téléphone portable, en l'allumant, en allant sur Internet ou en allant sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on est tous égaux face à l'addiction? Non, on n'est pas tous égaux face à l'addiction. Il y a des gens qui ne seront jamais accros aux réseaux sociaux, qui ne seront jamais accros à Internet. Il y a des gens, tout comme il y a des gens qui vont boire de l'alcool comme ça raisonnablement toute leur vie, alors que d'autres vont sombrer dans l'alcoolisme. Hein, on n'est pas tous égaux face à l'addiction. Il y a des différences qui sont liées à l'âge, par exemple, et au sexe. Hein, en ce qui concerne le sexe, par exemple, et en ce qui concerne le téléphone portable, par exemple, les hommes et les femmes ne vont pas avoir le même attrait pour le téléphone portable. C'est-à-dire que les hommes vont plutôt apprécier vis-à-vis du téléphone portable l'aspect outil qui leur permet de travailler, alors que les femmes vont plutôt avoir l'attirance pour le téléphone portable pour l'aspect de la communication. Donc on voit en fait que c'est vraiment deux choses différentes. Et le sexe, hein, est un des facteurs qui intervient, quelle que soit l'addiction d'une manière générale. Mais ce qui est assez particulier, hein, pour le téléphone portable, c'est vraiment cette différence. Les femmes qui ne recherchent pas la même chose sur le téléphone portable. Alors après, on a des facteurs familiaux aussi, hein, qui vont être par exemple le fait d'évoluer dans une famille désunie, le fait d'être victime de violences familiales, le fait d'avoir peu d'échanges avec ses parents. Hein, le temps d'échange, le temps de conversation parent-enfant est important. Plus il est réduit, plus le risque d'addiction est important. Le fait d'avoir un faible attachement avec ses parents ou avec ses enfants, ça fait partie donc des facteurs familiaux. On a aussi des facteurs individuels, alors qui sont plus liés au caractère, hein, des caractères impulsifs, des caractères timides, des caractères agressifs. Les gens qui ont du mal à contrôler leurs émotions vont aussi être plus à même d'être victimes d'une addiction. Et puis enfin, on a des critères qui vont être environnementaux, qui vont être liés donc au milieu dans lequel on vit, hein, et notamment les normes de consommation. C'est-à-dire que si un enfant évolue dans une famille avec des parents qui sont toujours sur leur téléphone portable, et ben en fait, pour l'enfant, la norme de consommation, ce sera d'être toujours sur son téléphone portable.
d'accord? Puisque papa et maman sont toujours sur leur téléphone portable. Et ben c'est comme ça, il faut toujours être sur son téléphone portable. C'est pareil pour les autres drogues, hein. Un enfant qui va voir ses parents fumer beaucoup, et ben sa norme de consommation de la cigarette, ce sera de fumer beaucoup, d'accord? C'est en fait pour lui, c'est le standard de consommation. On a aussi dans ces critères environnementaux des recherches de soutien affectif et moraux, hein, c'est ce que disait David tout à l'heure. Et puis, on cherche aussi à lutter contre la solitude, contre l'ennui. Hein, ça, on l'a très bien vu pendant les confinements. Hein, on était tous sur nos téléphones portables, sur les réseaux sociaux et sur Internet, à chercher des informations, à chercher du soutien, à chercher de la réassurance. Et puis, on en a déjà parlé, hein, mais sur les choses qui vont un petit peu nous pousser vers l'addiction, eh ben, on retrouve l'addiction, on retrouve le stress, l'anxiété, et puis encore une fois, certains traits de personnalité assez, assez particuliers. Voilà. Voilà pour les conséquences qu'on peut évoquer pour l'addiction. Oui, David. Merci. Moi, je me demande aussi si les réseaux sociaux consultés beaucoup et régulièrement dans la journée, et c'est une question que je poserai au psychologue, si je peux, ne tiennent pas lieu de flux mental. C'est-à-dire si suivre un fil sur Twitter ou ailleurs, voir venir des choses de l'extérieur, ne me permet pas de ne pas sentir que je ne sens rien ou de ne pas sentir, enfin, d'effacer mon propre flux mental. Effacer le flux de mes pensées en étant abreuvé de l'extérieur par des choses de toutes sortes de sources, quoi. Une espèce de divertissement pascalien, hein. Ah, mais plus fort que ça, c'est-à-dire que, en fait, à la fois les réseaux peuvent être un outil, on disait ça il y a quelques années, de subjectivation, c'est-à-dire je peux devenir quelqu'un par les liens avec d'autres, parce que je partage en ligne comme ressources, etc. Mais ça peut être aussi un outil peut-être de désubjectivation. C'est-à-dire, je me laisse prendre par les propos, les apports, les contenus des autres. Le cas extrême, enfin, c'est entre les deux, peut-être c'est une subjectivation, serait les vidéos de radicalisation djihadiste d'islam politique dur. Mais voilà, enfin, est-ce qu'il n'y a pas une question de flux de substitution? Et alors ça c'est quelque chose que j'évoque dans le livre, hein, notamment, c'est que c'est souvent plus facile de se réfugier sur son téléphone portable et puis de regarder des choses pour occuper son esprit, plutôt que parfois de se retrouver face à soi-même, en fait. Hein. Quand on est face à soi-même, en fait, eh ben, le cerveau divague et puis des fois, ben, on peut aborder des choses qui sont un peu, qui nous dérangent, quoi, des choses personnelles, des choses auxquelles on n'a pas envie de penser. Donc, bah, c'est tout à fait vrai dans le cadre de la dépression, par exemple. Hein. Voilà. Et donc, en fait, le téléphone portable, Internet, les réseaux sociaux ont aussi cette fonction. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui c'est trop difficile de se retrouver face à eux-mêmes, et le téléphone portable et tous les outils numériques vont être en fait un échappatoire. Hein, ça va empêcher en fait cette nécessaire introspection qu'on a tous besoin de faire régulièrement pour savoir en gros à qui on est et où on va, quoi. Hein, ce sont des choses tout à fait normales pour régler des problèmes peut-être qui sont passés. Et des fois, eh ben, les problèmes sont importants, sont trop difficiles, eh ben, plutôt que de les traiter, eh ben, on va fuir. Et le téléphone portable, effectivement, est une façon de fuir, quoi. Hein. Et puis, bah, ce que David disait aussi, c'est que bah, le réseau, les différents réseaux, c'est aussi une possibilité d'appartenir à des groupes. Hein. Appartenir à des groupes, se mettre, par exemple, devenir fan d'une personnalité ou d'un youtubeur ou d'un influenceur, et ben, en fait, on se met dans le groupe qui aime cette personne avec les mêmes codes, avec le même rythme de vie, puisqu'on vit au rythme de cette personne. Donc voilà, donc c'est aussi une manière de trouver une famille, parfois, de trouver un refuge en fuyant finalement le fondamental, c'est-à-dire soi-même. Et j'avais noté aussi qu'il pouvait y avoir euh, la faculté sur les réseaux sociaux de s'inventer une identité C'était pas le but. Ils ont améliorée, coupé l'extrait. une identité un petit peu améliorée. Enfin voilà, on passe les meilleures vacances du monde, on est dans les plus beaux endroits, etc. Et que c'est une chose qu'on peut rechercher notamment lorsque on est en manque d'estime de soi, de s'assumer tel qu'on est, on s'invente une autre personnalité finalement.
Alors, on s'invente une autre personnalité ou on se l'améliore, en fait. Ça, Oui. c'est au choix. Mais il y a de toute façon quelque chose qui est incontestable aujourd'hui, c'est chez les adolescents. Les adolescents ont ce qu'on appelle en fait ont un soi dans la vie réelle, un soi réel, et ont aussi un soi virtuel. C'est-à-dire qu'ils ont en fait, euh, ils ont une personnalité, ils ont une vie réelle, et ils ont une vie parallèle en fait qui s'invente et qui peut être complètement différente de celle de leur vie dans le vrai monde, hein, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il y a cette forme de un peu de presque de schizophrénie, hein, ou de partage de vie. En fait, on ne sait pas encore trop. Mais les jeunes aujourd'hui, hein, sont vraiment face à cette chose qui est assez nouvelle pour nous, hein, surtout pour les psychologues, où en fait ils ont donc à faire face à cette double vie et à cette presque double personnalité. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et sans parler donc que des adolescents, eh ben, les réseaux sociaux ont aussi souvent cette petite fonction, effectivement, d'améliorer un peu l'image qu'on a de nous. Et, eh ben, on va plutôt avoir tendance à poster les choses favorables de nous, à se montrer sous notre meilleur jour. Pourquoi pas essayer de rendre un petit peu jaloux les copains, les copines à travers les belles images, effectivement, de vacances qu'on peut mettre, montrer qu'on est un couple parfait ou qu'on fait des choses extraordinaires. Et ça, c'est tout à fait vrai. Hein, c'est une forme de valorisation de soi, à tel point d'ailleurs que certains chercheurs parlent aujourd'hui d'une épidémie de narcissisme. Hein, depuis quelque temps, en fait, on voit justement beaucoup de gens avec un narcissisme hypertrophié. Et donc, sans pouvoir vraiment faire un lien de cause à effet, on se pose la question de savoir si effectivement ce ne serait pas en lien avec cette surexposition permanente de soi sur un plan positif, quoi. Alors, on n'a pas évoqué comme conséquence le cyberharcèlement qui est dans l'actualité. Je, dans La Croix, pas plus tard qu'aujourd'hui, je voyais que en juin 2023, parmi les 8-10 ans, 67% ont déjà un compte sur un réseau social, YouTube, TikTok ou WhatsApp, 67% des 8-10 ans, contre 27% il y a 3 ans. Donc une croissance exponentielle. Et que, c'est lié ou pas, mais voilà, 15% des élèves du primaire ont été victimes de cyberharcèlement et que plus de la moitié d'entre eux ont envie de se venger en harcelant à leur tour. Voilà, 62% des cyberharcelés ont envie de devenir cyberharceleurs. Voilà. Alors, sur cette question du cyberharcèlement, et je ne sais pas, David. Moi, j'ai une vraie interrogation sur ça, effectivement. Comment est-ce possible et qu'est-ce qui permet la désinhibition de la parole sur les réseaux? Pourquoi l'Instagrammeuse Mila s'est pris des dizaines de milliers de messages euh, alors qu'elle affichait son homosexualité sur un échange semi-public sur Instagram? Euh, le dragueur évoque l'islam, du coup elle insulte l'islam et à ce moment-là c'est l'histoire que vous savez, pendant des années, des dizaines de milliers de messages. Euh, un journaliste fact-checker a raconté comment euh, il s'est pris des insultes et du harcèlement de tous côtés, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le printemps républicain ou les macronistes. Voilà. Comment récemment une femme qui témoignait des problèmes de harcèlement de rue s'est pris des milliers d'attaques aussi. Donc j'avoue avoir un peu de mal à comprendre cette alors peut-être par l'effet de polarisation, mais cette agressivité que permettent les réseaux, quoi. C'est aussi cet espace-là. C'est-à-dire que la moindre exposition ou le petit décalage d'idées à l'égard de ce qu'une communauté pense vous vaut une rafale d'attaques. Alors maintenant, la justice agit, il y a des cellules de signalement, Pharos et d'autres, etc. Mais c'est quelque chose de tout à fait massif et qui fait partie de la culture des réseaux, quoi.
Alors, est-ce que le psychologue peut nous aider à comprendre comment on en arrive au cyberharcèlement aussi facilement? Oh, bah, je pense que la nature humaine est très bien faite, hein, et que de toute façon, dès qu'on peut se valoriser soi-même, enfin, la nature humaine cherche à toujours en fait à faire qu'on se valorise soi-même. Et quand parfois on n'y arrive pas bien, et ben, se valoriser soi-même, ça peut aussi passer par le fait de rabaisser les autres et les agresser et les harceler. Hein, pour se sentir finalement fort, eh ben, on n'a qu'à affaiblir les autres. Hein. Donc ça, c'est une des règles. Donc le harcèlement, en fait, malheureusement, a toujours fait partie de l'espèce humaine. Aujourd'hui, ça prend des proportions absolument catastrophiques parce que justement, les réseaux sociaux rendent ça extrêmement facile et massif. Hein. On a des témoignages de jeunes de collège ou de lycée qui se faisaient harceler en meute par des gens qu'ils ne connaissaient même pas, quoi. Hein, des gens qui habitaient à l'autre bout de la France, qui n'avaient jamais vu, mais comme ils avaient un copain d'un copain d'un copain qui ont entendu qu'on pouvait venir se défouler sur telle personne sur Facebook ou sur Instagram, eh ben on vient et puis on balance des horreurs, hein, on ne le connaît pas. Et puis il y a cet aspect aussi que c'est dématérialisé. C'est-à-dire qu'avant, en fait, pour aller harceler quelqu'un, il fallait aller dans la cour, hein, et puis on était face à lui, puis on voyait ses réactions, on voyait qu'on lui faisait du mal. Donc, il y avait quand même un retour. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, sur Internet, bah, vous balancez vos insultes, vous balancez vos horreurs, et puis vous éteignez votre ordinateur, et puis c'est fini pour vous. Voilà, vous avez fait. Donc, il n'y a plus de conséquences directes, en fait. On n'a plus affaire à l'autre. Hein, il y a une expérience assez connue, alors je ne vais pas vous la faire, mais l'expérience de 1000 grammes, donc vous avez peut-être entendu parler, hein, vous savez, c'est cette expérience en fait où on demandait à des gens d'électrocuter quelqu'un. Hein. Donc c'est une expérience assez connue, et en fait on se rendait compte que dans cette expérience, la personne à qui on demandait d'électrocuter une personne le faisait moins quand elle était en contact avec la personne ou qu'elle le voyait. Donc le contact, en fait, la possibilité de voir le mal qu'on fait à quelqu'un, c'est un frein, en fait, au harcèlement. Là, on n'a plus ça. Là, on est vraiment, en fait, par rapport à l'expérience de Milgram, dans la pire des situations où on fait du mal sans voir les conséquences du mal. Donc, Donc les voilà. réseaux sociaux sont un outil de déshumanisation de ce point de vue. Oui, tout à fait, de déshumanisation et de désindividuation, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a même plus l'impression de faire du mal à quelqu'un, puisque cette personne, en fait, n'existe pas physiquement quand on le fait. Et c'est ça, en fait, qui rend le harcèlement beaucoup plus, à mon sens, brutal. Alors, enfin, encore une fois, hein, c'est pas, je dis pas que les enfants qui sont harcelés il y a 30 ans souffraient moins qu'ils souffrent aujourd'hui. Je pense juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus massif et beaucoup plus brutal et surtout beaucoup plus irrationnel parce qu'on va aller harceler quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra jamais, qui habite peut-être à l'autre bout de la France, quoi. C'est ça qui rend les choses très compliquées aujourd'hui. Et puis, on ne mesure pas le poids des mots. Enfin, quand on dit à Mila, je vais te faire une Samuel Paty, on oublie Mm. ce que ça signifie, enfin, de menacer quelqu'un de décapitation, ou on va te violer à plusieurs de différentes façons. Enfin, peut-être que les mots sont pris comme pur langage sans portée de réalité d'une part et sans adresse à l'autre qui serait quelqu'un d'autre part. C'est aussi une des réalisations du langage, peut-être. Ouais, je pense qu'on réfléchit un petit peu moins. Il y a un footballeur là qui vient de se faire suspendre, je crois, un footballeur de Nice, qui a repartagé en fait des propos qui faisaient l'apologie du terrorisme par rapport à ce qui se passe en Israël, en Palestine en ce moment. Et donc, le parquet a ouvert une enquête et en fait, sa défense, c'est de dire ah, excusez-moi, je me suis pas rendu compte. Voilà. Donc ça, en fait, ça rejoint ça. Les gens, en fait, sur Internet, partagent des choses, disent des choses sans forcément se rendre compte de ce qu'ils disent et de la portée de ce que ça peut avoir. Alors, dans le titre de notre soirée, il y a la notion de manipulation. Alors, est-ce que on peut peut-être rentrer un petit peu là-dedans? Vous parlez dans votre livre de climat normatif qui nous influencerait au point de changer nos jugements. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi y sommes-nous sensibles? Les réseaux sociaux peuvent-ils changer le climat normatif? Et puis aussi, il y a la question
de l'utilisation des émotions. Vous dites que certaines expériences montrent que les messages reçus peuvent modifier l'humeur des utilisateurs, des réceptionnaires de cette expérience. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle des émotions dans tout ce processus? Alors, comment on se fait manipuler via nos émotions, finalement? Les émotions, c'est en fait ce qui gouverne la plupart de nos comportements au quotidien. Et Facebook avait fait, je crois que c'était en 2011, enfin, j'ai plus tout à fait l'année en tête, mais c'était à l'époque où en fait Facebook communiquait encore un petit peu sur les expériences qu'ils faisaient. Et puis en fait, ils ont assez rapidement arrêté parce que les expériences qu'ils menaient, en fait, ne répondaient pas du tout aux exigences éthiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servaient des utilisateurs de Facebook sans leur demander leur avis, ce qui pose vraiment un problème d'un point de vue scientifique. Donc après, ils ont dit, bon, écoutez, vous nous embêtez, on va faire nos expériences tout seul, et puis vous aurez plus les résultats comme ça. Et c'est effectivement maintenant ce qui se passe. Et donc, une des premières et des dernières expériences qu'ils avaient partagées, c'est en fait, ils s'amusaient à proposer, à filtrer en fait ce qu'ils proposaient aux gens sur leur filtre d'actualité. Hein, ils ne montraient pas tout, en fait, ce que les gens devaient voir. Ils décidaient de montrer soit des choses positives, soit des choses négatives. Et en fait, Facebook, comme ça, s'est aperçu qu'en choisissant ce qu'ils montraient aux gens, ils arrivaient à influencer le comportement des gens et l'état d'esprit, puisque après, les gens qui avaient vu essentiellement des choses négatives, eh ben, postaient des choses tristes et négatives, alors que les gens à qui on avait montré essentiellement des choses positives, eh ben, eux postaient des choses plutôt joyeuses et positives. Donc, en fait, on arrive vraiment considérablement à changer l'humeur des gens. Hein. C'est-à-dire que le jour où vous avez un réseau social qui veut modifier l'humeur d'une population, finalement, je pense que c'est assez facile. Hein. C'est-à-dire on filtre les choses, on montre que des choses négatives, et puis ben, on déprime toute une population. Ça ne paraît pas être très compliqué, en tout cas, quand on a ce genre d'outils. Et le climat normatif, c'est quelque chose qui est un peu à part, enfin, qui est un petit peu différent. Le climat normatif, en fait, c'est l'idée qu'on a un petit peu sur tout, sans savoir qu'on a vraiment cette idée, et on le sait parce qu'on évolue dans un certain milieu, dans un certain environnement. C'est l'idée qu'on va se faire sur certaines choses et qui va dépendre des influences sociales. C'est-à-dire que, si on veut prendre quelque chose d'assez caricatural, euh, l'idée que va se faire une personne sur le capitalisme, par exemple, ne sera pas la même en fonction de si elle habite aux États-Unis ou si elle habite en Corée du Nord. D'accord? Parce que, en fait, la personne qui va vivre aux États-Unis eh ben, va vivre dans un milieu où le capitalisme est roi, on fait de l'argent, on fait du commerce, on fait du business, ce qui n'est pas du tout le cas en Corée du Nord. Mais si vous demandez à la personne de définir ce que c'est le capitalisme et si elle est favorable au capitalisme, elle ne le saura peut-être même pas, d'accord, aux États-Unis. Voilà, le climat normatif, c'est ça, en fait. C'est les influences qu'on va avoir qui vont venir des autres, qui vont venir des médias, qui vont venir des informations, qui vont venir des journaux qu'on va lire, qui vont venir des conversations qu'on a ou qu'on entend. Et donc, c'est ce qui va nous influencer, parce qu'en fait, il est faux de croire qu'on est complètement maître de nos opinions et de nos points de vue. Hein. On est vraiment complètement influencé et moulé, en fait, par l'environnement dans lequel on vit. Et c'est un petit peu le souci des réseaux sociaux hein, et des algorithmes, on en a un petit peu parlé, c'est que le principe des réseaux sociaux, c'est qu'ils doivent gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent, ils doivent vous garder le plus longtemps possible. Et pour vous garder le plus longtemps possible, ils doivent vous présenter des choses que vous allez apprécier. Donc, il va falloir, ils vont trier les éléments. Vous ne verrez pas toutes les informations disponibles, vous ne verrez que les informations que vous allez aimer et qui vont vous intéresser. Et donc, de manière complètement artificielle, comme ça, les réseaux sociaux vont créer un climat normatif, donc en fait une bulle d'influence, un peu, hein, c'est ça, qui vont nous faire évoluer avec certaines opinions que le réseau social aura décidé de nous montrer, qui ne correspondent pas forcément à la réalité de la société dans laquelle on vit, mais c'est là en tout cas la réalité que le réseau social aura décidé de vous montrer. Et donc, vous allez être influencé par ça. Et donc, le réseau social, en fait, va influencer vos positionnements, vos points de vue, vos opinions pour pouvoir vous garder le plus longtemps possible et tirer de vous un maximum d'argent. Donc, ce n'est pas directement le réseau social qui vous manipule,
D'accord? En fait, il va vous proposer du contenu qui a été créé par d'autres gens. En fait, le réseau social n'est qu'un outil de manipulation. Finalement, vous êtes manipulé parce qu'on va vous montrer beaucoup trop d'opinions convergentes. D'accord? Et que vous n'aurez plus finalement d'opinions divergentes, d'antithèses pour compenser un petit peu ces opinions. Et donc, vous allez évoluer dans une bulle d'idées qui vont vous influencer. Et ça, c'est le climat normatif. Donc, c'est comme ça, en fait, que vont modifier, que les réseaux sociaux et Internet aussi, hein, vont modifier le climat normatif en vous montrant seulement une partie de la vérité, une partie d'un événement, parce que c'est cet événement-là qui va vous intéresser. Et sinon, la dimension de manipulation, bien sûr, est possible dans des logiques de propagande. On connaît bien sûr la propagande russe. Et donc là, il s'agit de contenus délivrés pour influencer et faire croire que le cas, par exemple, de la camionnette blanche qui enlevait des enfants, camionnette conduite par, disait-on, par des Roms, qui a donné lieu à quelques expéditions punitives dans des camps, était une fabrication de l'extrême droite identitaire dans une logique xénophobe et raciste. Donc il y a aussi des manipulations explicites d'acteurs politiques, ce que quelqu'un, Stéphanie Lamy, je crois, une activiste appelle des opérations sémantiques, mais qui sont organisées sur les réseaux dans différents sens, évidemment. Et ça marche d'autant mieux à ce que j'ai compris que les émotions qui nous font réagir et donc qui nous accrochent le plus au réseau, c'est la colère, la peur, et donc des choses plutôt négatives, mais c'est ça que finalement qui nous motive le plus à rester et à en savoir plus, quoi. On est face à des images et on va très vite aussi. C'est-à-dire que peut-être on serait plus critique sur un texte, et c'est aussi des dispositifs où la réaction va très vite. On ne prend pas le temps de la distance, de la réflexivité, du regard sur soi, etc. Alors peut-être, puisqu'on en est là, donc les réseaux sociaux ont besoin de bien nous connaître pour agir via nos émotions et nous faire rester longtemps devant notre écran. Alors donc, ça pose la question du statut de nos données personnelles. Et j'ai lu donc dans votre ouvrage que c'est pas la peine pour ça de raconter toute sa vie sur les réseaux sociaux. Il suffit de liker, de liker un certain nombre de posts d'autres. Et j'ai vu qu'à partir de 70 likes, les réseaux sociaux nous connaissent mieux que nos amis. Voilà. À partir de 300 likes, ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils savent à l'avance ce que vous allez aimer. C'est ça ce qui leur donne la certitude quand ils vont vous proposer un contenu que vous allez l'aimer. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, David, sur l'enjeu de ces données? Oui, alors les gens donc les réseaux sociaux sont des dispositifs dits UGC, User Generated Content. Le contenu est produit par les usagers, ça vous le savez, nous le savons, et non pas par des producteurs de médias, de télévision ou de cinéma. Et lorsqu'on s'inscrit sur un réseau social, on signe une sorte de charte, enfin une convention, que l'on n'a pas lue. Enfin, donc il y a une cession de droit et on ne sait pas du tout à quoi on pourrait le savoir si on prenait le temps de lire ces documents, parfois rendus extrêmement complexes. Ça a été montré par des chercheurs éclatés en plusieurs documents, etc. Donc on ne sait pas ce que l'on sait dès qu'on expose toutes ces données, sa navigation au recueil et à l'analyse par les opérateurs des réseaux sociaux. Donc, c'est une logique de Susanna Zubov, qui est Zuboff, pardon, qui est interviewée dans le film, évoque bien ça, appelle le capitalisme de surveillance, c'est la captation des données qui permet à ces applications de vivre. Alors, sur la question des likes, effectivement, c'est ce que les opérateurs appelaient à un moment l'engagement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire réagir l'usager pour qu'il soit dans un processus d'auto-documentation ou de redocumentarisation, disent certains chercheurs, c'est-à-dire qu'il se renseigne lui-même en cliquant sur tel élément, en le rediffusant, en le commentant avec certains mots, etc. Et puis avec les signes émotionnels proposés par Facebook,
le signe de dégoût, d'appréciation, etc. Alors, il faut quand même faire attention à une chose, peut-être que ça concerne qu'une partie des usagers, c'est qu'il y a aussi des pratiques qui visent à échapper à la surveillance quand on ne va pas liker parce qu'on sait que ce sera vu. C'est-à-dire qu'il y a eu des affaires d'hommes ou de femmes, d'hommes politiques d'ailleurs, pas de femmes, surpris en train de liker sur un contenu porno un peu hard, proche de la torture ou quelque chose comme ça, c'est ensuite repéré. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont aussi des espaces d'observation entre groupes antagonistes, féministes contre masculinistes ou supposés tels, euh, défenseurs et protecteurs de l'islam contre des supposés islamophobes ou de réels euh, racistes en l'occurrence. Et du coup, tout le monde s'observe, les gens font des captures d'écran pour dire, puisque un tel est ami avec un tel qui a liké sur telle chose, donc la personne est fasciste. Enfin, voilà. Donc il y a ce type de déduction, ce qui fait que je pense qu'il y a des pratiques pour échapper à ça. Je sais que personnellement, je fais attention à ce sur quoi je like quand j'étais sur Twitter, parce que je suis observé potentiellement par des collègues très différents. Et j'ai pas envie que ce soit compris autrement, hein. Que telle appréciation de contenu pour telle et telle raison soit pris pour une position ou fasciste ou d'extrême gauche. Enfin, voilà. Donc il y a un jeu d'interprétation que comment dire, les lettrés du numérique, alors c'est peut-être pas tout le monde, mais des gens qui ont les habiletés, les compétences pour manier les réseaux, quel que soit leur âge, intègrent aussi. On se sait observer. Et si on veut observer discrètement, être un lurker, comme on dit, de photos d'une soirée, on ne va pas se signaler. Donc il y a aussi ces logiques-là de retrait vis-à-vis de l'engagement souhaité par les plateformes pour éviter la visibilité, en quelque sorte. Peut-être une dernière question avant de passer aux solutions, aux propositions qu'on pourrait faire pour éviter ces dérives. Une question qui était posée Je veux bien juste il y a 15 jours, oui. Je veux bien juste intervenir Sébastien, sur les bien données. sûr. Les données, en fait, ne sont pas qu'un problème, enfin, un problème que sociaux, hein. Quand vous vous connectez sur n'importe quelle page Internet aujourd'hui, on vous demande aujourd'hui en France, grâce à la loi RGPD, votre accord pour déposer sur votre ordinateur des cookies. Vous avez tous vécu ça, hein. Je vous engage vraiment à refuser les cookies. Aujourd'hui, normalement, c'est censé être rendu beaucoup plus simple, hein. Il n'y a pas très longtemps encore, il fallait systématiquement décocher tous les cookies qu'on ne voulait pas. Aujourd'hui, normalement, il y a, alors, même s'il le cache, hein, il y a marqué continuer sans accepter. Je vous invite vraiment à faire ça. Euh, Ça évite en fait qu'on mette sur votre ordinateur des petits logiciels qui vont vous suivre, vous traquer, enregistrer vos données de navigation et peut-être plus, parce qu'en fait, encore une fois, comme disait David, on ne sait pas ce qu'on accepte, hein. On vous demande est-ce que vous voulez accepter les cookies, en fait, alors qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'on va collecter et surtout à qui on va le donner. D'accord? En fait, on ne sait pas, on ne sait rien. Donc, à mon avis, vraiment un vrai problème. Euh, donc, les cookies sont en fait vraiment un gros, gros, gros collecteur de données. Il y a aussi toutes les choses qu'on oublie d'enlever sur le téléphone portable, hein, le GPS qu'on oublie d'éteindre. Moi, j'ai fait mon contrôle technique samedi matin pour tout vous dire. Et Google m'envoie samedi soir. Alors, comment s'est passé votre contrôle technique? Voilà. Bon, alors, j'ai pas répondu à Google, mais juste après, j'ai reçu un autre truc où on me demandait d'évaluer ma visite. C'était avis vérifié, vous savez, voilà. Donc ça aussi, c'est de la donnée qu'on va fournir. Juste pour revenir sur les cookies, hein, pour se rendre compte en fait que vraiment, il y a des gens qui arrivent à tirer de l'argent de ça, c'est que sur certains sites, si vous n'acceptez pas les cookies, on vous dit désolé, mais si vous n'acceptez pas les cookies, en fait, nous, on ne peut pas vivre. Donc, vous n'avez pas accès au site. Hein, ce qui veut bien dire que pendant très longtemps, en fait, il y a des gens qui se faisaient de l'argent sur nos données sans qu'on en soit du tout conscient, quoi. Il y a un documentaire assez bien fait là-dessus qui s'appelle, si vous arrivez à le retrouver, il était sur la plateforme de France Télé il y a pas longtemps, la plateforme de replay. Je l'ai cherché cette semaine, je ne l'ai plus trouvé, mais il va peut-être revenir. Ça s'appelle Un monde 5 étoiles, justement, hein, qui explique ça. En fait, c'est comment on donne souvent de la donnée sans s'en rendre compte. Et il y a une journaliste qui a essayé en fait, de contacter une société donc, spécialisée dans la collecte de données. Elle a demandé en fait, qu'on lui envoie
toutes les données qu'elle avait sur elle. J'ai cherché en fait le reportage parce que j'ai en tête un nombre de pages qu'elle a reçues qui est absolument phénoménal. Mais elle a reçu plusieurs milliers de pages la concernant. Elle a dit, par exemple, ils ont collecté la donnée que tel jour j'avais acheté 300 grammes de poulet, etc. Ils ont en fait il y a des masses de données qui pour nous veulent rien dire, mais qui en les collectant ont vraiment visiblement beaucoup de valeur et leur permettent de tirer des profils psychologiques très, très, très pertinents, quoi. Voilà, ça, c'est un vrai problème. Et sur Facebook, juste, euh, ils ont en plus maintenant, avant, on pouvait liker ou pas liker hein, au moment où en fait, on a fait cette étude pour savoir qu'à partir de 300 likes, ils nous connaissaient mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, en fait, sur Facebook, pour ceux qui ne sont pas habitués, Facebook a été un petit peu réticent à le faire au début, mais aujourd'hui, on peut être soit là, on peut liker, on peut être en colère, on peut être écœuré, on peut aimer. Donc en fait, on donne une donnée qui est beaucoup plus fine. C'est-à-dire on va vraiment dire dans quel état émotionnel on se trouve en ayant vu tel ou tel contenu. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus fin. Et on n'a même plus besoin de faire ça non plus puisque Facebook utilise beaucoup de choses comme, enfin Facebook et les autres, comme le temps de déroulement du mur. Vous savez, on fait glisser comme ça, et puis à un moment, si on ne veut pas liker, le fait qu'on se soit arrêté juste le temps de lire, hop, et ben Facebook l'enregistre quand même, et il sait que ce contenu a quand même attiré votre attention, et il le note. Un cookie, c'est un fichier simplement avec un numéro. C'est un fichier TXT tout simple avec un numéro qui vous identifie dans une base de données. Et c'est dans la base de données de la société de tracking, de suivi de l'usager, qui travaille pour des entreprises, que là, vous êtes enregistré. Et donc, voilà. Si on veut supprimer tous les cookies, de temps en temps, il faut faire le ménage. Il y a des programmes pour ça hein, qui vous suppriment tous les cookies. Et puis, Ou utiliser Mozilla et pas Chrome. Il faut essayer de pas accepter les nouveaux. Oui, la question qui était posée il y a 15 jours, c'est à propos de l'intelligence artificielle, puisqu'on a dit il y a un certain nombre de fausses nouvelles qui peuvent être propagées par certains utilisateurs hein, dans un but de manipulation. Et la question, c'est l'intelligence artificielle, apparemment, elle apprend en avalant tout ce qu'il y a sur Internet, donc en avalant notamment des fausses nouvelles. Alors, est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle va être détraquée parce elle a appris à partir de choses fausses? Les dispositifs d'intelligence augmentée ou les IA génératives qui produisent de contenu sont effectivement nourris à partir de règles et d'un apprentissage automatique, mais aussi corrigés par des usagers testeurs humains durant un long moment et nourris de contenus idéologiques ou avant même les fausses nouvelles, orientés dans une perspective ou une autre. ChatGPT, par exemple, semble être plutôt une IA de gauche, enfin, avec des paramètres qui visent à éviter des interprétations perçues comme de droite systématiquement. Donc, il y a une orientation idéologique à l'IA générative et puis comment dire, non, on va en rester là. Effectivement, c'est à partir de masse de données et de textes que une IA générative qui va proposer une réponse à une question ou un exposé, par exemple, va proposer une réponse ou un texte. Évidemment, le dispositif ne sait rien de la vérité des éléments, mais peut composer des éléments probables, voire ajouter des choses s'il en manque, quitte à le reconnaître dans un dialogue ultérieur. Donc, c'est pas seulement la question fake news ou fausse info pour moi, c'est plutôt la question de l'influence idéologique et puis d'éléments probables et pas forcément réels, quoi. Okay. Ouais, en fait, une intelligence artificielle ne peut pas être envisagée indépendamment du milieu dans lequel, dans lequel elle évolue, puisqu'elle en est le produit, en fait. Hein, l'intelligence artificielle, comme disait David, elle va recracher elle va rien inventer en fait. Hein, elle va aller rechercher des informations, les compiler et puis les proposer. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise?
On va voir ce que va donner, par exemple, ChatGPT, mais on a déjà eu trois expériences, deux avec Microsoft et une avec Facebook, je crois, hein, où en fait, en quelques heures, les intelligences artificielles sont devenues racistes. Trois fois de suite. Donc pour l'instant, c'était les trois grandes, hein. Je crois qu'une fois Facebook et deux fois Microsoft. Celle de Facebook est devenue raciste en 16 heures, je crois. Hein, au bout de 16 heures, elle avait tenu des propos racistes. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence, quoi. Hein, non. Mhm. Bien, on va passer à la dernière partie, c'est celle des propositions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur les petites feuilles ou bien sur le forum de discussion. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour éviter ces dérives? Il y a peut-être deux secteurs. Il y a les mesures d'hygiène qu'on peut, qu'on peut prendre de façon individuelle ou familiale. Vous avez déjà parlé des cookies. Et alors, je note en vrac ce que le film citait à la fin, hein. Il disait, vous pouvez supprimer les notifications, refuser les cookies, ne pas regarder les vidéos recommandées, ne pas cliquer sur les pièges à clics, éviter tout ce qui semble juste fait pour nous faire réagir, changer de moteur de recherche, hein. Il y a un moteur qui s'appelle Qwant, Quant, voilà, Quant. qui ne stockerait pas nos données. Fermer son compte sur certains réseaux, pas d'écran 30 minutes avant le coucher, pas de réseaux sociaux avant le lycée. Ah, on est aux 8-10 ans. Définir un temps d'écran maxi avec ses enfants, s'efforcer de lire des opinions divergentes des siennes, vérifier la source des infos, plus de pédagogie à l'école ou en famille sur ces risques, hein. Plus de formation des professeurs. Alors, voilà, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que à votre avis, ça peut être efficace, ce genre de mesures? Est-ce qu'il y en aurait d'autres que vous privilégieriez? Non, alors c'est déjà un bon panel de petites choses. Euh, Moi, pour le coup, je suis un très mauvais élève. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de psychologues qui conseillent justement d'avoir une montre pour ne pas avoir à regarder l'heure sur son téléphone portable, par exemple. Hein, donc, moi, je vous ai dit que je faisais l'inverse tout à l'heure. Je suis un très mauvais élève de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est des petites choses. On peut aussi rendre son téléphone un petit peu moins accessible facilement, hein, c'est-à-dire mettre un code de déverrouillage ou mettre un petit truc qui empêche juste en appuyant sur un bouton, le téléphone s'allume tout de suite et on puisse partir tout de suite dans une navigation incontrôlée. Donc il y a des petites choses comme ça. Rendre son téléphone un peu moins beau aussi, hein, vous savez, un petit peu, c'est le principe de ce qu'on fait sur les paquets de cigarettes, hein. Alors je ne vous dis pas de mettre un cadavre sur votre téléphone portable, choses comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on a tous tendance à mettre la photo de nos enfants, la photo de notre femme d'un beau coucher de soleil. Et c'est vrai que pour le coup, ben, on est content de le déverrouiller. Donc voilà, on tombe un petit peu dans le piège où en le rendant beau, ben, en fait, on a envie de le voir. Ça, c'est des petites choses à faire. Et puis surtout, en fait, je pense que ce qu'il faut, parce que moi, je suis assez pessimiste par rapport à tout ça, mais ce qui me permet quand même de garder un peu d'espoir, c'est le fait que c'est les futures générations, en fait. Hein, je me dis que nous, on n'était pas vraiment informés de ça. On ne nous a pas dit, hein, quand Facebook est arrivé, quand Google est arrivé, que ça allait poser tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand même, on est de plus en plus informés. Il y a des gens qui travaillent sur les sujets, des psychologues, des pédiatres. Et donc, je pense qu'il faut éduquer les jeunes, hein, dès tout petit. Il y a Serge Tisseron, par exemple, hein, qui a mis en place la règle du 3, 6, 9, 12, qui est en fait une éducation progressive des jeunes enfants, accompagnés par leurs parents, en leur laissant de plus en plus d'autonomie sur Internet. Mais de la même manière qu'en fait, on ne donne pas les clés d'une voiture à un gamin de 18 ans en lui disant bah, ça y est, tu sais conduire. Hein, en fait, on ne donne pas un téléphone portable le jour de ses 12 ans à un adolescent. Donc voilà, je pense que la solution va venir de là, hein, de l'éducation qu'on va pouvoir apporter aux jeunes et qui seront peut-être moins comme ça, moins enclins à tomber dans le piège. Alors, il existe des manuels de détox numérique.
J'en ai feuilleté un il y a une dizaine de jours chez un éditeur qui publie surtout des choses écologiques. Et on montre comment le retour à la nature, s'occuper du jardin, être en présence des autres, etc. C'est-à-dire restituer davantage de réalité dans le face-à-face avec l'autre et dans les objets, permet de tenir à distance le numérique. En contexte chrétien, il y a des jeunes catholiques notamment, il y a des jeunes numériques étudiés par Emmanuel Jonvaux. Je crois que Ludovic Frère Ludovic Frère un chanoine, je crois, avait rédigé un manuel euh, de, euh, de jeûne numérique, enfin de désintox numérique chrétienne. Donc il y a pour des raisons idéologiques diverses ou les ancrages dans différents courants de pensée, christianisme catholique, écologie forte ou d'autres choses, on peut trouver des ressources pour mettre à distance, pour de bonnes raisons, ces outils. Alors, la difficulté, peut-être, c'est que je me souviens d'une étude du sociologue Dominique Cardon il y a quelques années sur le double rapport qu'on a à ces conseils, c'est-à-dire on sait ce qu'il ne faut pas faire, on est capable de le dire et on fait bien sûr toute autre chose. Hein. Sur les règles d'exposition de soi sur les réseaux, il avait mené une enquête et montré que la plupart des jeunes savaient très bien qu'il ne fallait pas poster des photos de soi en soirée, mais dans les faits, on les voyait. Hein. Donc, c'est possible qu'on ait un comportement assez double comme ça. Alors moi, j'ai l'impression que ce qui peut faire bouger les choses, c'est peut-être une conscience des enjeux écologiques, c'est-à-dire prendre la dimension, prendre la question du numérique tout à fait autrement, c'est-à-dire parler de l'exploitation des travailleurs en Afrique qui contribuent à l'extraction des métaux rares, parler de la pollution par ces objets, de la consommation électrique, c'est-à-dire montrer la dimension écologique néfaste et environnementalement néfaste de ces dispositifs, peut toucher un certain nombre de gens, les amener à avoir une distance. Euh, Après, ce qu'on peut craindre, c'est que y ait une inégalité sociale dans cette distanciation à l'égard du numérique, c'est-à-dire qu'on a une partie de la population, soit plus fortunée, soit plus éduquée, plus diplômée, qui sache prendre plus de distance pour elle-même et pour ses enfants, pour garder son esprit supérieur libre ou donner un bel avenir aux petits, et que d'autres n'aient pas ces ressources intellectuelles et sociales ou culturelles pour prendre une distance. Donc, j'ai l'impression, certains l'avaient prédit, comme Dominique Volton que je citais tout à l'heure, mais on s'est évoqué d'ailleurs dans le film, hein, puis il y a ce récit constant sur les familles de développeurs et de patronnes et patrons de la Silicon Valley qui protégeraient leurs propres enfants du numérique. Donc, il se peut qu'il y ait une inégalité sociale dans la distance prise à l'égard du numérique et dans les détox digitales, etc. Il existe, alors c'est un petit peu paradoxal, hein, mais il y a des applications qui vous permettent Ouais. de moins vous connecter en fait. Hein, finalement, en fait, une application qui s'appelle Forest, par exemple. Hein, c'est-à-dire vous décidez que vous avez envie de ne pas vous connecter pendant 20 minutes. D'accord? Et en fait, donc l'application verrouille. Alors, c'est un verrouillage relatif. Hein, c'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin de votre téléphone, vous pouvez le faire. Mais donc, en fait, l'application verrouille votre téléphone pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes, en fait, vous voyez, ça s'appelle Forest parce que pendant le temps que c'est verrouillé, vous voyez un arbre pousser. Voilà. Voilà, donc, je me demande même si sur des versions payantes, en fait, on ne peut pas, avec le temps qu'on passe, financer justement la plantation de vrais arbres en forêt amazonienne. Enfin, bon, voilà, donc ça peut être des petites solutions. Hein, donc, de manière tout à fait paradoxale, il y a des applications qui vont nous permettre de moins utiliser notre téléphone portable. Les applications de méditation de pleine conscience aussi permettent un peu ça, comme Mind par exemple, sont dans une logique de distanciation vis-à-vis du numérique, tout en proposant la méditation par le numérique. Et j'avais noté aussi, Sébastien n'a pas osé en parler, mais dans son livre, il y a déjà quelques outils pour se rendre compte de là où on en est, quoi. Est-ce qu'on est atteint gravement ou pas? Donc, il y a une série de tests, un test d'addiction à Internet en 20 questions, des critères pour distinguer une information d'une rumeur ou d'une théorie du complot, des questions à se poser pour évaluer sa peur de rater, au niveau de sa peur de rater, la peur de rater quelque chose sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis un test de dépendance aux réseaux sociaux. Donc voilà, si vous achetez son livre, vous allez avoir des tas de bonnes. Alors, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. C'est des choses que je rapporte.
Voilà. Alors maintenant, au niveau des mesures qui pourraient être prises par les pouvoirs publics, là aussi, le film évoque un certain nombre de choses. Je les liste rapidement. Interdiction des propos haineux, du harcèlement, élimination des fausses informations, fin de l'anonymat, interdiction des algorithmes qui conduisent à isoler les gens dans des bulles, hein, de personnes qui auraient tous la même opinion, réglementation nationale, européenne. Il y a le Digital Services Act en Europe maintenant depuis quelques semaines. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on pourrait imaginer une régulation mondiale? Voilà. Est-ce qu'on pourrait frapper au porte-monnaie, hein, puisqu'il y a ces réseaux sociaux, soit en taxant les données, par exemple, la collecte et le traitement des données, est-ce qu'il faut rendre les réseaux sociaux payants pour que ces réseaux évitent de maximiser leurs revenus publicitaires, mais qu'ils aient d'autres sources de revenus? Alors voilà, ce sont des idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a aussi autre chose. Moi, je pense que c'est difficile d'interdire le développement de certains algorithmes, etc., ou les propos malveillants. Il y a aussi d'autres réseaux qui existent, des réseaux issus de la culture du logiciel libre, qui ne sont pas aux mains d'entreprises commerciales. Par exemple, ce qu'on appelle le fait divers ou fait divers, F-E-D-I-V-E-R ou V-E-R-S-E, qui est un réseau libre, sans recueil de données sur les personnes, sans algorithme enfermant. Et il y a plusieurs applications pour naviguer sur ça, dont l'allemande qui existe en français, Mastodon, vers laquelle un certain nombre de gens sont allés pour quitter Twitter. C'est des systèmes démocratiques, répartis, c'est pas centralisé, il n'y a pas de recueil de données sur les personnes, et les pouvoirs publics pourraient très bien encourager ce type de dispositif, les faire connaître davantage ou aider à leur développement. Il y a des alternatives libres, il y a des Instagram, des Twitter, etc., qui sont libres et pas détenus par des sociétés chinoises, c'est la même chose, ou californiennes. Ah oui, ça bien sûr. Oui, oui, Ecosia ou d'autres. Moi, la fin de l'anonymat, je n'y crois pas du tout. En revanche, enfin, on sait que il y a un problème, le film l'indique sur la fin, il y a un problème fiscal et un problème financier pour ces entreprises qui ne payent pas d'impôts sur le lieu où elles exploitent les données. On pourrait aussi les taxer, effectivement, pour le recueil de données. Et pour ça, il faut développer une conscience citoyenne de ces enjeux. Alors, il y a des associations qui font ça, la Quadrature du Net, par exemple, il y en a d'autres, et qui essaient, dans des forums, de développer ce qu'on appelle en recherche une littératie numérique, une façon, une connaissance des enjeux et des compétences dans l'utilisation du numérique. Et sans doute, il y a des éclairages à donner sur ça. Et pas seulement sur le mode faites attention, parce que sinon on le sait, mais en fait on le fait quand même, parce que c'est beaucoup trop drôle. Oui, alors bah, la fin de l'anonymat, moi, comme David, je pense que ce serait une bonne chose, mais j'y crois absolument pas. Je vois pas comment ça pourrait être. Enfin, à moins de rendre des inscriptions extrêmement lourdes et compliquées à devoir photocopier des cartes d'identité. Mais sinon, enfin, je ne vois pas comment c'est possible. La responsabilisation des plateformes, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait creuser. Parce que beaucoup de plateformes, en fait, se disent, bah oui, mais nous, on n'est pas responsable des propos qui sont tenus sur nos plateformes, en fait, hein. Ce sont les gens qui postent des trucs et nous, en fait, on n'est pas, c'est pas de notre faute, nous. Après, Non, le mais temps qu'on s'en rende compte, ça c'est fini avec le Digital Service Act. voilà, mais pendant longtemps, ils se sont réfugiés derrière ça. Et sur les rumeurs, les fausses nouvelles, les fake news, en fait, aujourd'hui, YouTube il nous dit, bah, moi, je suis pas responsable des vidéos qui sont postées, hein. Elles sont pas haineuses, elles sont rien, c'est des fausses vérités, mais c'est pas moi qui les poste, donc je suis pas responsable de ça. Euh, donc la responsabilisation, je pense, ouais, est quelque chose qui va à un moment effectivement contraindre un petit peu les plateformes. Modifier les algorithmes, en fait, je vois pas ces grandes superpuissances numériques accepter de compromettre leur trésor de guerre, parce que c'est vraiment ça, en fait, hein. C'est plus l'algorithme est pertinent, plus il gagne d'argent. Donc, je vois pas aujourd'hui Facebook, Google, TikTok nous dire, oui, bon, bah, vous avez raison, en fait, on gagne trop d'argent, on n'est pas tout à fait éthique, donc on va arrêter. J'y crois pas une seconde.
Et puis, bah, sur l'interdiction des propos haineux ou l'élimination des fausses informations, ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que qui va juger qu'une information est vraie? C'est-à-dire, on va se retrouver face à en fait des accusations de censure, des accusations de complotisme, justement, hein, ou de bâillonnement de l'opposition. Donc, ça, c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Et ça, je ne pense pas qu'on pourra arriver à faire quelque chose de ce point de vue-là. Les dispositifs de fact-checking européens, les dispositifs internationaux liés aux plateformes ont tenté ça. Et en fait, ça ne marche absolument pas. J'évoquais tout à l'heure Samuel Laurent, j'ai vu naître le monstre sur Twitter comme menace sur la démocratie, qui montre qui était un grand fact-checker français et qui montre comment il est taxé d'idéologue par différents partis. Donc les dispositifs de fact-checking fonctionnent, semble-t-il, pour les gens qui sentent déjà qu'il y a un problème dans l'information. Les autres pensent que c'est une intoxication idéologique du camp adverse, quoi. Bien, et ben, oui. On parlait de la collecte de données tout à l'heure, et puis quelqu'un a parlé des moteurs de recherche. Euh, Toute la difficulté, et en fait, c'est ça qui est. Essayez un jour essayez Quant. Essayez le moteur de recherche Quant par rapport à si vous avez l'habitude d'utiliser Google. Vous verrez en fait la différence et ce pourquoi en fait la collecte de données a été créée. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur Google, quelque chose que vous avez déjà cherché, hein, imaginons vous cherchez, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter une Renault, donc vous commencez à taper REN et puis dans votre historique de Google, vous allez voir apparaître Renault, le modèle de la voiture que vous allez chercher et les sites que vous avez déjà consultés. Quant, en fait, le problème, c'est que comme il n'y a pas de collecte de données, à chaque fois, vous êtes obligé de tout retaper. Donc, c'est un peu plus lent. Vous voyez? Et en fait, c'est ça, Google nous dit, oui, on collecte de la donnée pour améliorer votre expérience avec nous. Alors, c'est vrai, parce que c'est vrai que pour le coup, quand des fois, c'est un petit peu long, quoi, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la donnée ne sert pas qu'à ça. Voilà. Donc, moi, j'utilise beaucoup Quant, mais c'est vrai que des fois, quand je suis obligé de tout retaper pour la 10e fois, je vais taper une bonne fois sur le truc pour Google. De toute façon, ils savent très certainement déjà ce que je suis en train de chercher, vu qu'ils me connaissent mieux que moi-même. Donc, allons-y. Bien, ben, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux questions de la salle, donc soit physique, soit par Internet. Je ne sais pas, Benoît, Olivier, peut-être on va. Attends. On va passer par le micro parce que. Une question peut-être qui va à l'encontre du thème de la soirée, mais néanmoins, on parle beaucoup d'addiction, de manipulation, de climat normatif apportés par ces nouveaux médias, mais les médias traditionnels ne nous manipulaient pas, n'étaient pas addictifs, il n'y avait pas de climat normatif. Qu'est-ce qui a changé? Oui. L'addiction, peut-être pas. Enfin, là, la différence, c'est qu'il y a quand même des messages envoyés ou reçus en masse, constamment, de façon régulière, avec une personnalisation des contenus. Ce qui a changé, c'est le profiling, c'est la personnalisation. Le Figaro était le même pour tout le monde. Les sites de réseaux sociaux, même les pages d'information diffèrent suivant la personne et ses préférences. Effectivement, la manipulation, les fausses informations étaient présentes dans les médias, les effets de bulle aussi. Si on ne lisait que tel type de presse anarchiste, évidemment, on était sûrement dans tel type d'idées et d'évidences que l'on n'avait pas si on était lecteur de Famille chrétienne et du Figaro Madame. Donc l'addiction, je ne pense pas de la même façon. Alors peut-être qu'il y avait des phénomènes d'addiction pour la presse de type Salut les copains ou des choses comme ça qui jouaient. Je ne sais pas si le mot peut être employé, mais en tout cas susciter une excitation et une envie autour des cultures de fans. Là peut-être. Sinon, peut-être il faudrait plutôt parler d'habitude et de goût que d'addiction, ce qui n'est pas la même chose. Et la manipulation est évidemment présente partout, dans le religieux, dans les médias. Et il y a aussi d'autres choses. Enfin, voilà.
Donc, le phénomène globalement n'est pas nouveau, c'est intensifié et automatisé et rendu plus puissant par les ressources numériques, je pense. Je vais noter. Une autre question dans un tout autre domaine, une expérience d'une participante là, qui est professeure des écoles et qui parle de troubles de l'attention. Vous n'avez pas cité ça dans les troubles possibles. Est-ce que c'est effectivement quelque chose qu'on observe? Et puis, est-ce qu'il y a des moyens de les remédier? Alors, j'ai un petit peu évoqué ça au début, les troubles cognitifs, hein. Les troubles cognitifs qu'on va constater en fait avec une surutilisation d'Internet et des réseaux sociaux, alors sont un peu aujourd'hui incomplètement démontrés, on va dire. Et en fait, on fait une analogie avec ce qu'on a constaté dans les cadres d'addiction aux jeux vidéo. Et ce qu'on constate en fait dans ces cas-là, et ce qu'on commence à constater effectivement avec l'utilisation abusive des outils numériques, c'est des parties du cerveau qui vont réduire de volume, hein. Et on parle notamment donc des troubles de la mémoire, donc de troubles de la mémoire et de troubles du lobe frontal. Donc un amincissement du lobe frontal, une réduction du volume du lobe frontal. Et ce lobe frontal, en fait, c'est quand même celui qui est en charge de l'élaboration de toutes les stratégies, des planifications, des calculs, toutes les fonctions un petit peu intelligentes et exécutives de l'être humain. Donc, c'est effectivement un peu un souci. Et il y a effectivement aussi dans le lobe frontal toute la partie du contrôle des émotions et de l'attention. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. Alors, là, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les études montrent qu'en fait, il suffit d'arrêter de jouer aux jeux vidéo ou d'arrêter de passer du temps sur son ordinateur pour que le cerveau regagne son volume normal. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est-à-dire, voilà, les enfants, s'ils ont un souci, on les enlève des écrans. Et ça se constate aussi en clinique, hein, les pédiatres constatent ça dans les centres à l'hôpital. Et on voit effectivement que ça a tendance à se normaliser. Donc ça, c'est des choses plutôt bien. Dans notre malheur, on a de la chance. J'ai remarqué la semaine dernière que un de mes groupes d'étudiants à Tours avait du mal à suivre mon cours et une étudiante m'a dit, mais notre génération a des problèmes d'attention, monsieur. Voilà. Question suivante. Une question que vous avez déjà en partie répondu, mais sur les fake news spécifiquement, dont on constate la rapidité à se répandre sans éveiller, sans attaquer, sans réveiller l'esprit critique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens coercitifs, notamment réglementaires, pour les combattre ou pour les interdire? Alors, c'est très difficile. Sébastien l'a bien dit tout à l'heure parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'est une fake news. Euh, Est-ce qu'une information est juste? Est-ce qu'elle est marquée idéologiquement? C'est vraiment une question d'interprétation. Enfin, il suffit d'entendre les récits ou les informations, soit sur l'Ukraine, soit sur Israël et la Palestine aujourd'hui, pour s'en rendre compte. C'est parfois une question vraiment de lecture. Donc, on peut difficilement, dans une société où il y a une diversité de positions et d'opinions, dans une société pluraliste, on est obligé d'accepter ça en partie, puisque nous sommes d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord dans l'interprétation des faits et des événements. Mais par contre, on peut être d'accord ou pas d'accord, enfin, on peut prouver le fait que le fait est vrai ou pas. Pas toujours. Que le fait existe, je veux dire. Que le fait existe ou Ça pas. dépend quoi, pas toujours. Mhm. Sur la question de l'immigration en France, je pense qu'il y a des positions extrêmement différentes. Mhm. La difficulté, c'est que l'information juste ne convainc pas les gens. Enfin, le livre de François Héran sur l'immigration en France ne va pas convaincre des Zémouriens convaincus. Euh, moi, je pense que c'est plutôt une impasse. Enfin, il y a des dispositifs de vérification, mais qui fonctionnent pour les gens éduqués et qui adhèrent au dispositif. Mhm. Je pense qu'il y a des enjeux de croyance en fait dans l'information. On n'est pas en chimie ou en physique peut-être, mais on n'est pas dans le factualisme pur sur un certain nombre de questions sociales. Euh,
Il faut proposer, alors éduquer à la vérification de l'information, effectivement, éduquer à aller voir des sources, mais quelles sont ces sources? On a mené à Tours, on avait un projet de recherche qui s'appelle Vigie sur ces questions-là, soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Et en fait, on s'est aperçu que quand les gens allaient vérifier l'information, les gens qui critiquaient les médias, en fait, ils s'appuyaient sur les médias. C'est parce que il y a un reportage sur France 2. Voilà. Donc ça tourne un peu en boucle, suspicion à l'égard des journalismes, mais vérification à partir. On a assez peu de moyens. Enfin, on peut éduquer les gens à aller vers les sources, à comparer différentes approches, à essayer de mesurer la teneur idéologique. Mais s'il y a un plaisir, une envie de croire et une croyance, on ne peut pas faire grand-chose, enfin, je pense. Ah, merci pour cet optimisme. Et alors, c'est vrai que la difficulté qu'on a aujourd'hui face à ça, c'est que en fait, sur Internet, une fausse nouvelle va se propager 6 fois plus vite qu'une nouvelle authentique. Hein, quand on reçoit une fausse nouvelle, en général, les fake news sont des choses un petit peu sensationnelles, hein, des choses qu'on a envie de partager en disant hey, regarde, je suis le premier à être au courant de ça. Donc, on va la partager et elle se propage 6 fois plus vite. Donc, on a beaucoup plus de chances, hein, de risques proportionnellement sur Internet de rencontrer des fausses nouvelles que des vraies. Et ça, d'autant plus que on va être d'autant plus motivé à produire une nouvelle euh, quand elle est fausse. En fait, les gens qui produisent des fausses nouvelles sont plus motivés à produire une fausse nouvelle que les gens qui veulent produire quelque chose de vrai. Hein. Parce que c'est long de produire quelque chose de vrai, on s'appuie sur des faits, donc c'est long, alors que produire une fake news, bah, y a des gens, ils en font 10 par jour. Hein. Donc il y a plus de fausses nouvelles et en plus, elles se propagent beaucoup plus vite. Et ce que disait David, c'est qu'en plus, c'est vrai que ces fausses nouvelles, eh ben, elles sont vérifiées a posteriori. Hein, c'est-à-dire que c'est une fois qu'elles ont déjà bien diffusé sur Internet qu'on va les vérifier et on va dire si elles sont vraies ou fausses, mais malheureusement, le mal est fait. Hein. Donc ça, c'est souvent un peu compliqué. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le cerveau humain, quand on est face à une nouvelle, ce qui nous intéresse, c'est pas si cette information elle est vraie ou pas. Ce qui intéresse le cerveau, c'est si elle est nouvelle, si elle est surprenante, si on va pouvoir en tirer un peu de reconnaissance de l'entourage, d'accord? Mais face à cette nouvelle, en fait, hein, retenez bien que ce n'est pas sa vérité qui nous intéresse, c'est sa nouveauté. Au départ, la notion de fake news, hein, c'est une accusation de Trump à l'égard de journalistes qui avance un fait et il dit que c'est une fake news, point d'exclamation. C'est-à-dire que fake news signifie la récusation de la vérité. Il y a une collègue qui a travaillé sur l'Église évangélique du Royaume de Dieu brésilienne au Portugal. Euh, un- la télé portugaise explique que le fondateur de cette église, l'Église universelle du Royaume de Dieu, pardon, n'a pas adopté de façon légale ses enfants. L'Église répond en disant que c'est une fake news. Pourtant, c'est documenté. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler fake news, c'est aussi quelque chose de vrai. Si on avait dit il y a 30 ans que Marie-Dominique Philippe avait des comportements un peu étranges, on aurait dit mais non, c'est un symptôme, c'est des conneries, c'est une fake news. Et maintenant, on a un livre de 500 pages qui documente ça. Donc, voilà, c'est compliqué. Une question importante qui vient enfin, qui a été formulée deux fois sous deux formes différentes. Vous avez souligné l'enfermement, enfin, le fait que l'Internet et les réseaux sociaux contribuent à nous enfermer dans des groupes et à rester enfin, dans des groupes où les gens pensent de la même façon et la difficulté à en sortir et à échanger entre ces groupes. Donc, qu'est-ce qui, à ce stade, peut être un motif d'espérer restaurer une forme de débat et de dialogue qui est quand même indispensable à un bon fonctionnement de nos sociétés. Il faut rester enfermé dans nos rideaux de pensée. Euh, L'art de la nuance, peut-être, promouvoir l'art de la nuance
et inciter les gens et encourager les gens à s'ouvrir à des opinions autres que les leurs, c'est-à-dire à ouvrir un journal d'extrême droite de temps en temps, à regarder un site d'extrême gauche ou centriste régulièrement. D'extrême centre même. Voilà, j'ai essayé d'éviter ça, mais c'est français. Dominique Cardon, le sociologue, disait qu'il y a quelques années déjà que pour éviter les biais d'opposition sur Twitter, il fallait avoir un ami trumpiste ou avoir un ami de droite. Enfin, essayer d'équilibrer les positions dans l'information peut être une façon de se rappeler que d'autres choses existent. Euh, voilà, je pense que ça, c'est une introduction au débat et à une entrée vers la nuance ou l'équilibre dans la réflexion. Je pense que c'est possible dès lors qu'on montre aux gens qu'ils peuvent être pris dans un univers. Il commence à y avoir une éducation autour de ça. Ouais, alors moi, je suis beaucoup plus pessimiste. Pour le coup, c'est à mon tour d'être pessimiste. Alors, effectivement, tout ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut aller se confronter à des idées qui ne sont pas les siennes, parce qu'il faut avoir en tête que les informations qu'on va nous présenter sur Internet ne sont pas forcément exhaustives, hein, et ne représentent pas la totalité de la réalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Il faut donc aller se forcer à aller consulter différents sites d'information, effectivement, de tous bords, même des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais le fait d'aller voir des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça va aussi nous permettre de savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Hein, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas, on n'ignore pas une partie de la réalité, c'est juste on n'est pas d'accord avec, on la connaît, mais voilà, on est capable de la réfuter avec des arguments. Ça c'est important. Euh, oui, je pense qu'effectivement, il faut aussi laisser une place au doute, à la raison, à la subtilité dans les messages qu'on peut laisser sur Internet. Mais j'y crois pas du tout, en fait. Vraiment, alors vraiment, moi je suis désespéré. La semaine dernière encore, de toute façon, j'ai une patiente au cabinet qui m'a dit, et à chaque fois qu'une conversation commence comme ça, je sais très bien comment elle va finir. Elle m'a dit, tu sais, moi de toute façon, je regarde plus les informations, je fais mes propres recherches. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, vous savez que enfin, on aura beau lui dire de faire preuve de subtilité, de nuance et d'aller voir des opinions avec lesquelles elle n'est pas d'accord, c'est vain en fait. Voilà. Donc moi je suis très très pessimiste par rapport à ça et je vois pas comment on va pouvoir se sortir de ce problème qui, à mon avis, est vraiment le problème majeur de la cyberaddiction et de la consommation d'Internet, quoi. Oui, il y a une culture là. Il y avait les rumeurs. Hein. Alors, avant, il y avait les rumeurs, mais les rumeurs, en fait, quand on étudie les rumeurs avaient une fonction sociale de transmission ou de protection, véhiculer des choses. Et puis, déceler des rumeurs, finalement, bah, c'est ce que je dis dans le livre, c'est assez facile. Il y a 4 éléments. C'est-à-dire, il y a la variabilité, c'est une histoire qu'on a déjà un peu entendue, ça ressemble un peu à autre chose. Hein, donc ça, c'est le premier signe. Il y a l'attribution à une source, c'est-à-dire qu'on va toujours dire, alors j'ai vu ça, c'est passé au journal télévisé de TF1, il y avait toujours quelque chose. Ou alors, tiens, je le tiens de ma belle-mère qui connaît très bien quelqu'un qui travaille au ministère. Donc il y avait toujours une attribution à une source. Sinon, en fait, la rumeur ne tient pas la route. Il y avait l'implication, c'est-à-dire qu'il fallait que la rumeur vous concerne un petit peu. Hein, c'est-à-dire que les rumeurs qui vous arrivaient aux oreilles, c'était des histoires qui vous concernaient un peu de près ou de loin, et que vous n'avez jamais entendu les histoires des erreurs de notation de l'université de je ne sais pas où, qui concernent que les étudiants de l'université, vous voyez. Hein. Et puis la quatrième, le quatrième spécificité d'une rumeur, c'est qu'elle était toujours négative. Hein. Il y a 90% des rumeurs qui sont négatives. Les rumeurs positives, en fait, voilà, les rumeurs qui disent que tout le monde va gagner au loto, ça ne marche pas, d'accord? Par contre, les rumeurs qui disent que les impôts vont augmenter considérablement, ça, voilà, ça, on en a toujours. Et ce n'est pas toujours des rumeurs, d'ailleurs. Mais voilà, donc les rumeurs, en fait, c'était assez facile, finalement, avec un peu d'entraînement, de les retrouver. On tombait toujours sur les histoires. Il y a des gens qui ont fait des travaux remarquables sur les rumeurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des images qui sont tout à fait crédibles, qui sont faites par l'intelligence artificielle, qui sont créées. Vous avez des histoires qui sont plausibles. Pourquoi ne le seraient-elles pas? Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui de faire la part des choses entre des rumeurs, des fausses nouvelles. Le travail est plus dur aujourd'hui.
Il y a une culture de la suspicion forte sur les Aussi, réseaux, ouais. une absence de confiance. Donc les gens qu'on appelle complotistes sont au fond des gens aussi qui enquêtent, qui cherchent la vérité, qui cherchent à comprendre, peut-être sans méthode, sans formation. Et effectivement, la défiance à l'égard des médias, des institutions de l'information est assez problématique. Moi, j'ai entendu aussi, je regarde pas l'information, les informations, tout est manipulé. Bon, bah, oui, ça- euh, ouais. Donc voilà, il n'y a pas de quoi être optimiste. Une dernière question, bien, on en reste là. Bien, ben écoutez, merci. On voit que la question n'est pas simple, que, il faut pas être en tout cas d'un optimisme béat, mais Non. j'espère qu'on a progressé quand même dans la prise de conscience de la situation, qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites au moins individuellement, et puis que ben, il y a certains aspects comme une nouvelle réglementation européenne qui peut-être peuvent juguler un petit peu certains aspects collectifs. Voilà, vous avez du boulot avec vos enfants et vos petits-enfants, bien sûr. Euh, voilà, donc vous trouverez dans quelques temps sur le site internet des Semaines sociales de Rueil un compte-rendu de cette soirée et puis l'enregistrement complet aussi qu'on mettra sur YouTube. Comme quoi YouTube a aussi des intérêts parfois. Bon, les bons côtés. Voilà. Et donc, trois derniers points avant de nous séparer. Vous verrez sur le petit fascicule, vous avez la possibilité d'adhérer à l'association pour 20 euros ou bien de participer aux frais de la soirée. Et puis, donc, les membres à jour de cotisation pourront voter lors de notre Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 7 décembre. Voilà. Et donc, Benoît, notre trésorier, pourra vous renseigner à la sortie. Et puis, vous pouvez aussi, c'est en haut de la feuille, tout simplement et gratuitement, vous abonner à notre site Internet pour recevoir dans votre boîte mail les annonces de nos futures rencontres. Le deuxième point, c'est que... Deuxième point, la grande rencontre annuelle des Semaines sociales de France se déroulera du 24 au 26 novembre à Lyon ou en ligne. C'est du vendredi 14 heures au dimanche 17 heures. Et le thème en est écologie, préparons-nous à un changement radical. Donc, absolument dans la ligne de la dernière exhortation du pape François, Laudate Deum. Donc, on vous a remis des dépliants dans la salle, ce qui donne le programme, mais vous pouvez trouver aussi sur Internet, sur le site des Semaines sociales de France, le lien qui vous permettra de vous inscrire, soit pour aller à Lyon, soit pour vous inscrire en ligne pour 30 euros, et même d'accéder au replay si vous n'êtes pas disponible ce week-end-là. Voilà. Et puis, dernier point, ben, à Rueil, nous préparons pour début 2024 une rencontre axée sur les liens intergénérationnels, voilà, avec notamment un accent mis sur la cohabitation intergénérationnelle. Donc, on vous en dira plus ultérieurement. Voilà, un verre de l'amitié attend ceux qui sont dans cette salle. Et puis, je remercie encore une fois nos intervenants. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Je récupère ma montre avant que Sébastien me la fauche.